Alain Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Bonjour, bienvenue en Ukraine, une destination atypique, une destination qui intrigue, qui fait peur. C'est vrai que la guerre a toujours cours dans le Donbass, ça fait 3 ans maintenant. Avant la guerre, il y avait la révolution en 2013-2014. Les pavés qu'on voit à côté de moi sont des pavés qui ont été utilisés sur les barricades. Toute la rue d'ailleurs a été complètement reconstruite et évidemment ils entourent les personnes qui sont mortes à cette occasion. On va à la découverte de Kiev, de Tchernobyl, ici aussi, et bien sûr on va rencontrer nos Bretons. Kiev, c'est bien sûr tout d'abord le Maïdan, la place centrale de la capitale, théâtre de beaucoup de révolutions et de beaucoup de morts. Les traces de ce passé récent demeurent, même si la place a fait l'objet d'un toilettage avant l'Eurovision, que la ville a abrité en 2017. C'est d'ailleurs devant un échafaudage monté à cet effet, pour dissimuler, que nous retrouvons notre premier Breton, un journaliste finistérien. Voilà Stéphane, on se trouve sur une place emblématique de Kiev, la place de l'Indépendance, le Maïdan, qui a été le théâtre déjà de la révolution orange en 2004, 10 ans après la révolution tout court. Toi, tu étais là pendant ces événements-là? Oui, tout à fait. Moi, je suis journaliste depuis une grosse dizaine d'années et puis j'ai toujours partagé ma vie entre la Bretagne et les pays de l'Est qui était mon centre d'intérêt professionnel principal. Et le hasard de la vie a fait qu'en novembre 2013, j'étais là pour quelques jours à Kiev en reportage lorsque tout a commencé, les premières manifestations à quelques centaines de mètres d'ici. Et pour la première fois depuis des décennies, peut-être depuis la catastrophe de Tchernobyl, l'Ukraine est devenue le sujet numéro 1 dans les médias, dans le monde entier. Et des journalistes de toute la planète sont arrivés en quelques semaines à Kiev et je suis devenu correspondant du groupe Canal+ et du journal Le Figaro qui m'ont demandé de rester ici, couvrir les événements. Et du Télégramme. Et du Télégramme également par la même occasion. Donc on était vraiment sur un événement majeur et je crois que j'ai pu travailler sur une crise telle qu'on en voit qu'une seule fois dans sa carrière de journaliste et donc c'est un choix que je regrette absolument pas. Maintenant, je me suis également attaché au pays. L'Ukraine est un pays extrêmement attachant. C'est une ville ici, Kiev, qui est en révolution permanente, en redéfinition de son identité. J'ai également trouvé des raisons personnelles d'y rester. Ma compagne est ukrainienne, j'ai un enfant qui est ukrainien. Comment tu sens l'évolution aujourd'hui ? L'évolution de l'Ukraine, c'est quelque chose qui est très compliqué. J'ai tendance à dire que depuis la révolution, on sent la société évoluer vers quelque chose de positif. Il y a une société civile qui est extrêmement dynamique. C'est cette société civile qui a été à l'origine de la révolution. Maintenant, cette révolution a déclenché un conflit à l'est du pays. Il y a eu un soulèvement pro-russe qui a été soutenu par le Kremlin. C'est une sorte de réponse à cette tentative européenne de l'Ukraine. Et cette guerre à l'est de l'Ukraine freine énormément les aspirations européennes du pays. On ne voit pas encore trop l'issue de ce conflit. On ne voit pas encore trop l'issue de ce conflit. C'est vraiment un conflit qui est très grave, qui a été très couvert par les médias durant sa première année, qui est un peu oublié maintenant, qui a fait au bas mot 10 000 morts. On ne le sent pas ici quand on est à Kiev, on est à 700 km de la ligne de front, mais quand on habite au quotidien ici, je peux vous promettre que
qu'on le sent. Donc je suis quand même rentré à 3 ou 4 reprises, bien entendu, dans le Finistère, parce que ma famille est basée à Saint-Paul-de-Léon, à Roscoff, à Landerneau, à Brest. On est dans un pays qui est extrêmement électrique, on est un petit peu sous cette ligne de front de l'histoire où il se passe beaucoup de choses en raison du conflit avec la Russie. Et je ressens que le Finistère est mon havre de paix plus que jamais. Un pays électrique qui a aussi connu, outre la guerre, la famine. Pourtant, l'Ukraine, dont le bleu et le jaune du drapeau symbolisent le ciel et le blé, a longtemps été considérée comme le grenier de l'URSS. Un grenier devenu vide au début des années 30, sous l'effet désastreux des politiques staliniennes de collectivisation des terres. Cette statue rend hommage à cet épisode douloureux de l'histoire ukrainienne, durant lequel plus de 3 millions de personnes sont mortes. 3 millions, c'est pratiquement la population de Kiev aujourd'hui. D'ici, la vue sur la capitale, berceau de tous les Slaves de l'Est, est imprenable. Ce qui frappe, c'est cette verdure. Kiev est une ville verte, avec 200 parcs. Pas étonnant que le lieu de naissance de l'écrivain Bulgakov et du peintre Malevitch ait également séduit, un temps, des personnalités aussi éclectiques que Jean-Claude Van Damme ou encore Frédéric Becbédé. Mais peut-être pour d'autres raisons, car, à cause de la guerre, il y aurait ici 7 fois plus de femmes que d'hommes. Notre prochain breton a épousé une Ukrainienne. Ce fils de restaurateur voulait être artiste-peintre, mais il a été marchand d'art avant de gérer aujourd'hui plusieurs restaurants, dont celui-ci, le Frenchy. En fait, j'avais commencé à acheter des tableaux en Union soviétique. Donc je m'étais dit, il y a un truc à faire. Je suis devenu marchand de tableaux à part entière. C'est-à-dire que j'ai monté une galerie à Paris, j'ai monté une galerie à Roscoff dans le Finistère, et au final, j'ai fini par acheter des tableaux aux peintres. Et pas qu'aux peintres, c'est-à-dire aux collectionneurs. Et puis après, j'ai monté vraiment un business important là-dedans. Et puis j'ai gardé aussi beaucoup d'œuvres d'art de cette époque-là. J'ai une belle collection de tableaux de l'avant-garde russe que j'ai toujours et que je vendrai pour ma retraite peut-être, ou pas d'ailleurs, j'espère. Panova, Alexandra Exter, 2-3 dessins de Malevitch. Des choses vraiment, des gens bien, Steinberg, enfin vraiment des belles choses. Et je suis revenu en Ukraine très souvent, et puis c'est là que j'ai rencontré, en l'an 2001, j'ai rencontré Yulia, qui est devenue mon épouse. Et du coup, avec Julia, on a monté un petit bistrot français qui s'appelait Vernissage, mais qui est devenu vraiment la coqueluche de Kiev. Moi, je travaillais en cuisine, du coup, et Julia travaillait en salle, au bar, et on a commencé vraiment comme ça tous les deux. Et après, on a fini par avoir 6 restaurants, 3 restaurants d'entreprise et on a une grosse boîte de catering. Une entreprise de restauration qui vient d'organiser une drôle d'inauguration. C'est pas tous les boîtes de catering qui peuvent dire qu'ils ont fait au bas du sarcophage la soirée catering de l'inauguration du réacteur numéro 4 de Tchernobyl. Et oui, il y avait le président de l'Ukraine qui a décidé de venir 24 heures avant. Donc on a été obligé de passer aussi sous les fourches codines de la sécurité du président dans un pays en guerre. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Et du coup, ils nous ont confié l'organisation complète du restaurant sur place pour au départ 520 personnes et on a fini à mon avis 680. Avec 6000 amuse-bouches, tout fait en frais sur place. C'est-à-dire que la condition sine qua non de l'appel d'offres était, tout était envoyé sur place en frais et on faisait le travail sur place en frais. Alors c'était très compliqué à monter parce qu'il y a tous les procédés de sécurité. Ça veut dire qu'on ne peut pas ressortir les produits alimentaires, on ne peut pas les ramener. Enfin c'était vraiment... Mais ça a été passionnant. Passionnante est d'ailleurs toute son aventure ici. Et même s'il y a certes des répercussions de la guerre,
Louis reste plutôt optimiste. Déjà, nous, économiquement, depuis 2 ans, on va vraiment vers le mieux. C'est-à-dire, on a touché le fond il y a 3 ans, 300% de dévaluation de la monnaie locale quand même. C'est comme si vous divisez par 3 votre monnaie. Moi, les répercussions que j'ai, ce sont mes gars qui partent au front. Mon acheteur qui est parti au front. Ça, ce sont les vraies répercussions. Sur la guerre elle-même, il y a une séparation complète entre le front et Kiev. Kiev, il y a on ne sent absolument rien. À part quand vous croisez de temps en temps un bataillon ou des choses comme ça. Mais sinon, autrement, il n'y a absolument rien, quoi. Louis constate d'ailleurs beaucoup de points communs entre Bretons et Ukrainiens, tout comme son épouse. Par exemple, vous prenez le grand-père de ma femme, vous le mettez dans un champ, c'est un paysan, vous le mettez dans un champ entre Saint-Paul-de-Léon et Plougoulm, je peux vous dire que c'est un paysan breton. Il n'y a absolument aucune différence. Il a le même amour de la terre. Et il y a aussi une autre chose, c'est qu'ils aiment le cochon et ils aiment le sarrasin. Ici, on est dans un pays où on mange presque le kikafar, c'est-à-dire que la culture nous amène à manger du sarrasin, qu'ils appellent ici grechka. On a plein de points communs, la terre, tout ce qui est agriculture. L'Ukraine est très agricole et la Bretagne aussi. Et donc tout ça, ça fait qu'on se retrouve assez facilement et dans les gens aussi qui sont un peu au premier regard un peu fermés, mais après sont très généreux et très sincères. C'est une région qui est vraiment proche, c'est très authentique. Donc, par ma mère, je suis ukrainienne, par une partie de ma famille, et je suis russe par une autre partie de ma famille. Donc, j'ai vécu pas mal de temps, notamment 15 ans en Russie, en Sibérie, et qui m'a marqué énormément. Et donc j'ai gardé un souvenir vraiment très 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 positif de mon enfance, d'un endroit très sauvage, très envoûté, on peut même dire, avec des gens très forts. Ce que j'ai retrouvé en Bretagne après, quand je suis mariée avec un Breton. Et c'est pour ça que je t'ai séduit tout de suite. Et lui, il n'a pas compris pourquoi, en fait. Et il me disait toujours, en fait, tu vas regretter parce que tu ne connais pas toute la France, tu ne connais pas le Sud, et il faut que tu connaisses avant de vraiment prendre la décision de s'installer en Bretagne, de pousser les racines, on peut dire, d'acheter une maison et tout. Et pour moi, c'était vraiment tout de suite évident. Tournée vers l'Europe, mais aussi traversée par l'influence russe et soviétique, Kiev est une ville festive, belle et fière de son histoire. Voici la Porte d'Or, le principal point d'accès à la ville au XIe siècle, construite sur le modèle de celle de Constantinople. Byzance fut d'ailleurs une référence pour le grand bâtisseur Yaroslav le Sage. C'est lui qui fit construire la célèbre cathédrale au toit or et vert, baptisée Sainte-Sophie de Kiev. Autre incontournable, tout doré également, le monastère de la Laure des Grottes de Kiev, symbole de la conversion de la Rousse de Kiev au christianisme d'Orient. Et bien sûr, la cathédrale Saint-Michel au toit d'or, à voir absolument, qui nous rappelle que Saint-Michel est le protecteur de cette ville, bordée par le fleuve Dniepr. Місяць на небі, зіроньки сіяють, тихо по морю човен пливе. Човні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Voici un autre Michel, Michel Salin. Le patron du groupe éponyme, tour opérateur mondial, affectionne particulièrement cette destination qu'il propose depuis une quinzaine d'années, mais qui souffre aujourd'hui d'un déficit d'image, forcément. J'espère que les relations entre la Russie et l'Ukraine vont se normaliser, ce qui sera quand même un des éléments majeurs pour que les Français reviennent en Ukraine, puisque la Russie aujourd'hui est une destination plébiscitée et adorée. Nous y faisons près de 10 000 clients par an. Et j'espère que l'Ukraine, avec ses belles villes, notamment Lvov, Odessa et surtout Kiev,
va retrouver la faveur des voyageurs français, parce que c'est vraiment une destination qu'il mérite. Et à ce titre, je suis venu avec quelques confrères avec un voyage que j'ai moi-même organisé au mois de mars, et j'ai rencontré Vitali Klitschko, le maire de Kiev, qui également fourmille d'idées. Il a fait beaucoup de choses. Vous savez qu'il était champion du monde de boxe. C'est quelqu'un qui est adoré dans son pays et qui est quand même connu également par les Européens et les Français. Nous quittons Michel pour nous rendre dans le quartier le plus pittoresque, bohème et animé de Kiev, la Descente Saint-André, qui doit son nom à cette église, chef-d'œuvre du rococo. Réputée pour ses stands de bibelots et de spécialités ukrainiennes, pour ses maisons colorées et pour ses belles voitures, une grande partie de ce quartier a été reconstruite dans les années 2010, en conservant le style, le cachet et les couleurs d'antan. C'est dans un joli appartement tout neuf que nous avons rendez-vous avec notre dernière Bretonne, Aude, une ancienne pharmacienne, aujourd'hui directrice d'une filiale pharmaceutique. Cette Paimpolaise est arrivée ici juste avant l'annexion de la Crimée. On a vu à l'époque, en dépit de la situation politique, économique qui s'aggravait, qu'il y avait malgré tout une opportunité à venir ici, et c'est le choix qui a été fait. Donc les opérations se sont installées tout au long de l'année 2014 et on a démarré en fin d'année 2014. Et c'est un choix vraiment audacieux puisque quand on a inauguré la société en janvier 2015, l'ambassadeur de France qui a participé à la soirée nous a dit « Biocodex est la seule société à s'être installée en Ukraine en 2014 ». C'était un choix vraiment surprenant et les gens nous regardaient avec des grands yeux « mais pourquoi vous êtes venus ?» et en fait, il s'avère que c'est un très bon choix parce que ça laisse le temps, dans une situation d'instabilité, de s'installer tranquillement et le jour venu où l'économie repart, de vraiment aussi profiter de cette reprise. Et pour le moment, il s'agit de s'adapter. Pour se soigner, les Ukrainiens doivent payer. Il n'y a pas de couverture sociale comme il en existe en France. Et avec la crise économique, l'inflation, la dévaluation de la monnaie, ils ont beaucoup perdu leur pouvoir d'achat. Et donc, quand il s'agit de se soigner, il faut gérer les priorités et acheter ce qu'il y a de plus urgent. Et c'est un vrai chantier pour les Ukrainiens aujourd'hui, pour le gouvernement. C'est un des secteurs, malheureusement, les plus corrompus. Et donc, il y a tout un ensemble de réformes qui est en train d'être mené, ou que le gouvernement tente de mener. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Notamment dans la couverture des Ukrainiens, dans le remboursement de certains médicaments et globalement dans le nettoyage du système. Le pays peine à attirer les investisseurs car la corruption est toujours présente, mais aussi les touristes. C'est une destination qui n'attire pas encore et on le regrette vraiment beaucoup parce que les avis sont unanimes une fois que les gens sont venus. Ils aiment beaucoup le pays et particulièrement Kiev. L'Ukraine est très riche culturellement, notamment je peux vous parler d'un exemple qui est le vêtement. Donc la chemise que je porte s'appelle la Vychevanka. C'est une chemise qui est en coton en lin et qui est brodée avec des motifs traditionnels. Donc en fait c'est comme en Bretagne, la coiffe est typique d'une région de Bretagne et la Vychevanka c'est pareil. En fonction des motifs de broderie, on peut identifier d'où vient la chemise. Et d'ailleurs la Bretagne, elle y retourne souvent. Ma mère habite là-bas et j'adore rentrer en Bretagne parce que je me retrouve dans un petit coin de paradis, de calme, de verdure, sur les bords du Trieux. C'est vraiment magique. Et puis, retrouver toute cette ambiance, la côte, la mer, les odeurs, les paysages, les marais, c'est super. Il m'est arrivé de ramener des coquilles Saint-Jacques, des ormeaux même, qu'on déguste avec un plaisir immense ici parce que c'est pour nous tout à fait exceptionnel.
Et puis après, quand on rentre à la maison, on n'a pas de plus grand plaisir de manger de l'araignée ou des fruits de mer ou du poisson frais, parce que c'est ce qui me manque le plus ici, avec le beurre salé. Mais à côté des références à la Bretagne, dans cet appartement cossu, il y a autre chose qui intrigue. Cet ouvrage sur Tchernobyl. J'ai voulu y aller à l'époque parce que je pense que ça fait vraiment partie de l'histoire du pays. Donc c'est un endroit à visiter pour essayer aussi de comprendre certains comportements des Ukrainiens et puis l'endroit en lui-même, parce que c'est un site exceptionnel. J'ai été particulièrement impressionnée quand on arrive dans la ville de Pripyat par l'ambiance très végétale avec les immeubles qu'on devine derrière toute cette verdure. C'est vraiment une ambiance très particulière. À 140 km de Kiev, c'est une ambiance très particulière en effet qui nous cueille. Dès le passage du portail qui mène à ce qui est appelé la zone d'exclusion. Un vaste territoire aussi grand que le Luxembourg qui entoure le site de la catastrophe. Mise en place par l'armée soviétique en 1986, cette zone est désormais accessible au public, avec tout ce qu'elle contient, comme ce radar soviétique, le plus grand jamais construit dans les années 70 par l'URSS et jamais utilisé. Comme encore ce village kolkhoz irradié avec ses fermes abandonnées. Ce port avec ses navires fantômes. Ou encore le tristement célèbre réacteur numéro 4 à l'origine de la catastrophe nucléaire, recouvert désormais d'une arche de confinement. On se trouve devant l'arche de confinement qui vient d'être déplacée en novembre 2016 et posée pour un siècle. C'est la plus grande structure mobile terrestre jamais déplacée. Elle a été financée par la communauté européenne, les États-Unis, une soixantaine d'États. La mise au point a pris plus d'une quinzaine d'années, le temps de se mettre d'accord, et les travaux ont activement commencé il y a 15 ans pour être finalisés ce mois de novembre. Et à terme, à l'intérieur, elle sera équipée de robots qui auront à charge de fendre l'ancien sarcophage et d'aller récupérer et étudier tous les minéraux et toutes les matières radioactives à l'intérieur. Donc derrière moi, la stèle des liquidateurs en hommage à toutes les personnes qui ont donné leur vie pour rendre cette visite possible, pour atténuer les dégâts de cette catastrophe de Tchernobyl. Notre guide, Laurent, est le responsable d'une agence qui organise ce type de visite atypique. Il nous rassure sur les risques encourus. J'ai monté le premier tour opérateur français avec package en .com à destination de Tchernobyl. Pour être clair, le site donc de la zone d'exclusion ouvre à 10h, pas avant le matin, et vous quittez la zone d'exclusion au plus tard à 17h. Sur cette période-là, le maximum de réactivité que vous puissiez prendre, le rayonnement maximum, on estime que c'est l'équivalent d'une radio, une radio des dents ou une radiographie, ou alors l'équivalent du rayonnement que vous prendrez dans votre vol Paris-Kiev en venant. Pripyat constitue la partie la plus marquante de ce voyage. Construite pour héberger le personnel travaillant à la centrale, la ville, dont la moyenne d'âge ne dépassait pas les 26 ans à l'époque, était censée être la vitrine de l'URSS dans les années 80. Une ville idéale, devenue aujourd'hui une ville fantôme, où le temps s'est arrêté. Voilà, on se quitte dans l'endroit sans doute le plus émouvant de la zone d'exclusion, le parc d'attractions de Pripyat. Un parc qui n'a jamais fonctionné. La grande roue qui est juste derrière moi n'a jamais tourné puisqu'il était censé être inauguré une semaine après la catastrophe nucléaire. J'espère que ce Breton d'ailleurs en Ukraine vous a plu, vous a intéressé. Comme on dit ici, do pobacenia.
Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.